Bonjour, bienvenue sur le podcast du multimédia de easylearnconseil.fr. Je suis Frédéric Berthelet et je vous propose des trucs et des bonnes pratiques pour améliorer les expériences d'apprentissage. Cet épisode explore le monde merveilleux du jeu d'apprentissage. Pour explorer ce nouveau monde, j'accueille Hugues Dargagnon, qui est un homme sérieux. Il passe son temps à jouer. Il crée des jeux depuis plus de 10 ans et a contribué à la création du Master Game de l'Université Champollion de Albi. Aujourd'hui, Hugues forme les formateurs à l'élaboration de jeux d'apprentissage. J'accueille également Philippe Lépinard, qui est maître de conférences et directeur délégué à la transformation pédagogique de l'Université de Paris-Est Créteil. Je vous recommande son site Eduteam, une mine d'informations sur la ludopédagogie. Philippe fait aussi partie d'un groupe de recherche sur l'intégration du serious gaming dans la formation. Bonjour Philippe et Hugues, bienvenue dans le podcast d'EasyLearn. Merci d'avoir accepté cet entretien. Aujourd'hui, nous parlons des apprentissages grâce au jeu. Et Philippe, tu as publié un article sur les 9 techniques ludopédagogiques. Peux-tu nous expliquer ce que veut dire ludifier les apprentissages et nous donner un exemple ? Oui, merci beaucoup Frédéric pour ton invitation et à partager autour de la ludopédagogie avec toi et Hugues. Alors, ludifier les apprentissages, pour moi, eh bien, ça relève de 9 techniques, comme tu l'as dit. Il en existe pour l'instant 9. On n'en a pas identifié supplémentaires. Cette recherche des méthodes ludopédagogiques date de maintenant de 2019, où on a effectivement présenté notre article et ce travail. Alors, je dis nous, puisque nous sommes une équipe au travers du projet du team, des enseignants de langue, des enseignants de management, des enseignants de français langue étrangère. Et puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, on parlait beaucoup de serious game. Et dans le travail qu'on a mené, le serious game n'est qu'une des méthodes ludopédagogiques où, eh bien, tu m'as demandé un exemple. Eh bien, l'exemple le plus flagrant du serious game, c'est l'outil, le logiciel ou pas, d'ailleurs, il peut être physique, qui permet de répondre à une problématique pédagogique préexistante. Hein. On fait un outil pour répondre à un problème pédagogique. Alors, les 8 autres techniques sont tout aussi passionnantes et je dirais même que celle dans laquelle on travaille, nous, c'est le serious gaming, c'est-à-dire le détournement des jeux de loisirs existants. C'est un petit peu le contre-pied du serious game, puisque là, c'est le jeu qui préexiste à la problématique pédagogique. Et le travail de recherche du projet et du team se concentre spécifiquement sur ce détournement des jeux. Merci. Hugues, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un jeu sérieux, toi qui joues tout le temps ? Alors, bonjour Frédéric et bonjour Philippe aussi. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Alors, qu'est-ce qui fait un jeu sérieux? Je pense que déjà, ce qui fait un jeu sérieux, c'est l'intention du pédagogue. C'est-à-dire, l'outil en lui-même est important, les règles qui vont y être accolées vont être importantes aussi, mais je pense que l'intention pédagogique, c'est-à-dire de pouvoir, comme disait Philippe, euh, transformer un jeu pour en faire une activité pédagogique, ce travail-là, ça reste du domaine de l'intention pédagogique. Voilà, c'est comme ça que je répondrai en premier. Un exemple ? Bah oui, un exemple. Alors, nous, dans nos ateliers, on travaille beaucoup autour de la refabrication de jeux pédagogiques à partir de jeux existants, réels. Et souvent, c'est des boîtes de jeux qu'on retrouve chez nos marchands de jeux qu'on aime et qu'on adore. Et dans cet exemple-là, par exemple, j'avais proposé d'utiliser différents matériels ludiques qui existent déjà autour d'un objectif pédagogique que le groupe aurait pu concevoir et créer. Et par la suite, ils ont utilisé des jeux de type Colors, de type Duolingo, de type jeu de cartes pour créer un jeu des 7 familles autour des compétences nécessaires sur une formation donnée. Donc voilà, on était vraiment dans le système de détournement et moi, je n'ai eu qu'à impulser en fait
l'envie de créer un outil pédagogique à partir de jeux. Donc, c'était mon intention. Et les stagiaires, les participants ont pu réaliser cet atelier. On va y revenir alors plus en détail. Est-ce qu'on peut tout apprendre par le jeu? Oh oui, je pense. Je sais pas toi, Philippe, mais moi je pense que oui, tout peut s'apprendre par le jeu. Et d'ailleurs, tout s'apprend par le jeu depuis notre naissance, de toute façon. Alors, moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Hugues. Effectivement, nos travaux de recherche dans le projet du team, on s'attelle quand même à certaines matières et certaines disciplines universitaires. Donc, on fait la différence entre les savoirs primaires et les savoirs secondaires. Donc, les savoirs primaires, comme l'a dit très justement Hugues, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à vivre quasiment au travers du jeu. Et c'est ce qu'on fait quand on est petit. Tout passe par le jeu avant l'école. Ensuite, dans un cadre universitaire, on est plutôt sur des savoirs secondaires, donc c'est-à-dire des savoirs qui ne peuvent pas s'apprendre de manière intuitive. Là, du coup, moi, je ne dirais pas qu'on peut tout apprendre par le jeu, mais en tout cas, dans les enseignements que nous avons mis en œuvre, hein, donc gestion de projet, management, anglais, français langue étrangère et gestion de projet de système d'information d'ailleurs, eh bien là, oui, on a réussi à démontrer, et c'est très récent, hein, puisque les articles sont en cours d'écriture, mais on a réussi à démontrer qu'il y avait acquisition de connaissances. Alors là, une petite précision aussi, on fait la distinction entre connaissances et compétences, et c'est vrai que dans le projet EduTeam, on s'est attelé plutôt à des enseignements théoriques, c'est-à-dire où il y avait un besoin d'acquisition de connaissances avant de pouvoir les mobiliser dans le cadre de compétences et d'activités plus intégratives. Donc, dans les enseignements qu'on a mis en place, on n'a pas vraiment trouvé effectivement de limitation à l'usage du jeu. D'accord. Pour rebondir sur ce que dit Philippe, effectivement, si on décompose en savoir-faire et savoir-être, le savoir-faire et le savoir sont assez rapidement, comment dire, gamifiables. Les savoir-être, et c'est là où apparaissent peut-être de nouvelles technologies comportementalistes, les savoir-être commencent à être peuvent être structurés dans des jeux sans aucun problème. Alors, comment apprend-on avec le jeu? Est-ce qu'il y a des modalités différentes ou recommandées? Je parle là de modalités type collective, individuelle. Alors, je ne sais pas, je vais prendre la parole si tu me permets, oui. Oui. Donc, ça a été tout l'enjeu du projet et du team. Nous avons, à partir de l'apprentissage, du cycle de l'apprentissage expérientiel de Kolb, hein, qui date des années 80, amendé ce cycle expérientiel pour réingénierer complètement les cours. C'est-à-dire que le jeu en lui-même n'est pas simplement un outil qu'on va mettre dans un cours pendant 2 heures, une demi-journée, mais il va être l'épine dorsale du cours complet. Chaque demi-journée de cours devient alors un cycle de l'apprentissage expérientiel avec un briefing, un temps de jeu et un débriefing, sachant que les trois sont à peu près de manière en temps égal. Et puis, toute la richesse va venir en fait du débriefing, où la connaissance va être apportée de manière inductive. C'est-à-dire que les étudiants, les apprenants vont jouer sans forcément savoir sur ce qu'ils ont observé. Quelle est la thématique précise du scénario du jeu. Et ce n'est qu'à la fin où on va, en discussion, pendant le débriefing et les temps de remédiation, faire conscientiser ce savoir. Alors, bien sûr, les apprenants n'auront pas les bons termes, mais ils sauront ce qui s'est passé, ils sauront expliquer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et à partir de là, l'enseignant va éclairer ce qui s'est passé ou mal passé par la connaissance théorique. Et par là même, ils l'auront vécu, et donc la rétention sera supérieure. D'autant plus que la séance d'après,
on continue à jouer, on continue ces temps expérientiels. Et donc, finalement, les étudiants ou les apprenants, puisqu'on le fait aussi avec de la formation continue d'ailleurs, vont pouvoir remobiliser ces savoirs qu'ils ont découverts quasiment par eux-mêmes les fois précédentes. Pour le coup, on est clairement dans le vrai essai-erreur. C'est-à-dire qu'on peut se planter et on aura une deuxième, voire une troisième chance dans un temps de manager, par exemple. Donc, en fait, il y a derrière le jeu un agencement, une structuration didactique et pédagogique extrêmement sophistiquée. Attention, je ne dis pas complexe, je dis sophistiqué, où il y a des temps bien précis, des activités bien précises à tel moment, qui font qu'on a réussi à prouver qu'il y avait apprentissage. Et tout ça, donc on l'écrit dans nos textes et du team, et c'est un travail passionnant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Philippe dans cet aspect, en fait, que l'activité qui est gamifiée, elle est structurée à l'intérieur d'un petit parcours où, de toute façon, il y a un amont, il y a un post à ça. La recontextualisation, pardon, par l'expert et donc le formateur ou l'enseignant-chercheur est nécessaire, en fait, pour ancrer l'expérience qu'on a pu vivre lors de la ou des parties qui ont été jouées. Et pour exemple, je me souviens à Albi, à l'université Champollion, on avait créé un jeu de type, alors pour les connaisseurs, de type Magic, c'est-à-dire un jeu de cartes comme une bataille qui permettait d'apprendre le vocabulaire français-anglais dans le monde du génie mécanique. Donc c'était tout un tas de vocabulaire qui tournait autour du boulon, de la machine-outil. Et ce jeu, par le dynamisme de ses règles et par le fait qu'on utilisait à la fois des mots et des images, permettait d'ancrer le vocabulaire. Et il y avait toujours une phase de recontextualisation avec le formateur par la suite pour faire émerger les catégories de mots qui avaient été appris, comment relier ces catégories de mots, c'est-à-dire qu'il y avait tout un travail de resituer le mot dans son contexte professionnel. Donc du coup, il y avait un double apprentissage, à la fois le mot et le sens qu'il a dans le métier. Et ça se faisait sous l'impulsion de l'essai-erreur, de la partie gagnée, de la partie perdue. D'accord. Et je me demandais, est-ce que l'objectif d'apprentissage est présenté à l'apprenant? Alors, vas-y, Hugo, vas-y, Ouais. excuse-moi. Il me semble que l'objectif pédagogique doit être clairement identifié et particulièrement les consignes à la fois pour atteindre cet objectif et puis pour jouer, pour être dans le jeu. Bien sûr. Les règles, oui. Tout à fait. Pour ma part, je dirais oui et non. C'est-à-dire que, enfin, dans le cadre de notre projet, bien sûr, hein, les objectifs globaux d'apprentissage sont connus par les étudiants. Les objectifs spécifiques de la session ne sont pas connus par les étudiants. C'est ça, ce que j'ai appelé tout à l'heure, hein, l'apport inductif de connaissances. C'est-à-dire qu'on joue d'abord sans se soucier de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, le temps de jeu ne sont jamais évalués hein, pour ne pas couper la dynamique des joueurs et donc l'authenticité de l'engagement des apprenants. Donc, ils ne savent pas, dans la séance même, sur quoi ils sont observés, sur quoi ils vont discuter ensuite. Ils savent que c'est un cours de management, donc ils se doutent on va parler de management, de gestion de projet, d'anglais, bien sûr, parce que c'est même en anglais. Mais les connaissances spécifiques de la session, ça, on en parlera après. Et c'est justement cet éclairage post-jeu qui fait qu'on peut le relier, comme l'a dit Hugues, à ce qui s'était passé. Et comme ils l'ont vécu, de tout leur trip, je dirais, hein, de tout leur trip, comme ils l'ont vécu, eh bien, ils pourront plus facilement s'en souvenir après. Alors, ça n'empêche pas, bien sûr, le travail d'apprentissage en tant que tel. C'est-à-dire nous, on est à l'université, donc il y a le lexique de la gestion de projet, le lexique, le vocabulaire en anglais ou la grammaire, etc. Et ça demande quand même, après, un travail à froid hein, de l'apprenant pour revenir sur ces concepts, mais il les aura vécus une fois, donc ce sera plus facile à acquérir. Et d'ailleurs, les preuves d'apprentissage
qu'on a actuellement sont particulièrement importantes, puisque on a, pour un cours de gestion de projet qui vient de se terminer là, Ouais. un test diagnostic où tous les étudiants ont entre 3 et 4 de moyenne, et le même test passé à la fin du cours, il dépasse les 16 de moyenne. Ah oui, Bon, voilà, avoir plus de l'efficacité. 16 de moyenne dans une classe, c'est juste hallucinant, quoi. Oui, c'est une belle mesure de l'efficacité. C'est intéressant ce que tu disais, Philippe, au début de cette intervention, sur le fait de cacher ou pas, entre guillemets, l'objectif pédagogique aux participants. Je me demandais par là même si le public n'influençait pas aussi ce choix pédagogique. C'est-à-dire que je me souviens d'avoir pu réaliser en tant que concepteur pédagogique, puis d'avoir pu avec l'équipe créer un Serious Game Design Document, de pouvoir créer une séance pédagogique qui tournait autour du tri des déchets sur les chantiers en BTP. Et c'était impossible en fait de cacher l'objectif pédagogique puisqu'il était par essence le but du jeu. C'était de pouvoir bien trier les déchets sur les chantiers. Et je me demandais si peut-être des jeux qui ont tendance à approcher plus l'aspect comportementaliste, est-ce que c'est pas plus évident peut-être quel est l'objectif? Et quand tu travailles peut-être sur des choses moins comportementalistes, peut-être du management, ou c'est quelque chose de plus sur la connaissance ou la compétence qui est étudiée, peut-être que l'objectif étant moins évident, peut-être qu'on peut travailler plus par la suite sur la contextualisation de cet objectif en session, en session après-jeu. Oui, tu as raison. Et d'ailleurs, pour certains cours, il y a une partie, il y a un apport déductif, donc en amont, hein. Oui. Mhm. Notamment, par exemple, sur le cours de gestion de projet en système d'information, je présente ce qu'est un ERP, puisqu'ils vont devoir travailler sur un logiciel de gestion intégrée, pardon, un ERP PGI, un petit peu en amont. Je leur donne les clés minimales pour pouvoir s'engager dans l'activité ludique ensuite. Donc, il y a une partie effectivement déductive, mais la majeure partie est inductive. Et pour ça, le type de jeu aussi. Donc, pour répondre à ta question, le public, certainement, mais aussi Mm. le type de jeu. Il y a des types de Oui. jeux qui permettent de le faire et d'autres non. Donc, nous avons identifié nous 6 critères qui permettent, Ah. 6 critères que Mhm. les jeux doivent avoir pour permettre ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire cette capacité d'apport plutôt inductif et de liberté d'action finalement dans le jeu. Ces 6 critères, très rapidement, Oui. c'est la décontextualisation. Donc, nous avons fait l'hypothèse qu'il était plus intéressant d'immerger les étudiants dans des mondes qu'ils ne connaissent pas. Au lieu de faire un business game dans une entreprise, eh bien, ils vont déplacer des héros Marvel. Bon, on pourra y revenir si vous Parfait. voulez pour savoir comment je m'assure de l'isomorphisme des compétences. Ensuite, on a la liberté d'action. Il faut que les étudiants ils aient beaucoup de liberté d'action, hein, que ce soit dans un cours d'anglais, un cours de management ou gestion de projet. La transparence des conséquences, c'est pour ça que beaucoup de jeux vidéo ne sont pas pertinents, puisque les étudiants ne comprennent pas pourquoi il y a telle conséquence de leur action. Ensuite, le découplage, et ça c'est la différence entre un serious game, ou un serious game, finalement, la courbe d'apprentissage doit être identique à la courbe de progression dans le jeu. Nous, c'est pas du tout le cas quand on utilise des jeux du commerce. Une équipe peut tout à fait perdre la partie du jeu et pourtant mettre en place de belles actions managériales, parfaitement parler anglais, etc. Donc c'est ce découplage que nous, on a mis en place. La capacité à supporter aussi plusieurs scénarios. Ce qui est intéressant dans le projet EduTeam, c'est que si un jour on a envie de jouer dans Star Wars au lieu de Marvel, eh bien, avec l'idée des jeux qu'on utilise, en suivant ces 6 critères, eh bien, ça ne changera pas la structure du cours et ça permet donc chaque année de renouveler un petit peu les jeux et donc de surprendre les apprenants. Et puis la dernière chose, c'est la faisabilité matérielle. Alors, à l'université, on aurait dit ben, le côté budgétaire. Sauf que pour des jeux, il n'y a pas de problème côté budgétaire. Donc, c'est intéressant, puisqu'on travaille notamment, par exemple, avec Mindtest, hein,
qui est un équivalent de Minecraft, mais open source et totalement gratuit. Mhm. Quand on l'utilise avec des jeux, finalement, c'est pas si cher que ça. Par contre, il y a des contraintes logistiques. Quand on veut, en cours d'anglais, mettre 50 étudiants autour d'un jeu de rôle Donjons et Dragons, eh bien, ça demande 5 salles de cours, ce qui n'est pas forcément Ouais. facile à trouver. Donc, il y a quand même des contraintes de faisabilité. Donc, le type de jeu est vraiment important. La matière est importante. Tu as vu que c'est du management, de la gestion, du cours Mhm. d'anglais. C'est de la connaissance quand même théorique, mais qui peut s'acquérir en vivant une expérience managériale collective. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et effectivement, comme a dit Hugues tout à l'heure pour le tri des déchets, et parfois des cours, nous ne les transformons pas avec le projet du team parce que justement, ça ne peut pas marcher ou on n'a pas trouvé les bons jeux qui permettraient de le faire. Hein. Mm. Et est-ce que vous avez suffisamment de recul pour évaluer le transfert des compétences au monde réel? Hugues, j'y vais? Oui, oui. Eh bien, écoute, j'étais en train de réfléchir effectivement aux différents jeux. Dans le cas présent du jeu de tri de déchets sur les chantiers, c'était une formation qui était évaluée à peu près une semaine, 35 heures en présentiel. Donc, il y avait la partie théorie, reconnaissance, bien savoir trier, évaluer, et puis si on triait mal, comment on s'occupait du protocole, etc. Et je dirais que entre 4 à 5 heures de temps de jeu concret, c'est-à-dire hors des briefings, etc., les évaluations en fin de cette séquence de 35 heures étaient parfaitement ce qui était attendu dans les objectifs pédagogiques et dans les évaluations. C'est-à-dire que on pourrait dire, en grossissant le trait, qu'on avait pu passer de 35 heures de formation à une dizaine, et en plus par le jeu. Donc Mhm. quelque chose en plus qui était assez descendant à quelque chose qui est devenu très interactif et très pédagogie active. Mhm. Alors de notre côté, pour le projet du team, donc, qui a débuté en 2016, hein, donc ça Ah, fait ah. 6 ans qu'on travaille dessus et ça fait que depuis 2 ans qu'on a vraiment mesuré les acquis d'apprentissage. Les premières années étaient des années de tâtonnement, les 2 premières années où Mhm. on s'est cherché, on a identifié quel type de jeu, on a évalué quand même dès le début les formations avec le modèle d'évaluation des formations de Kirkpatrick, hein, Mhm. un ouvrage de 2016 qui reprend plusieurs critères pour évaluer une formation. Donc nous, on s'est arrêté aux 2 premiers, c'est-à-dire les critères qui sont autour de la réaction, ce qu'on fait généralement pour évaluer plutôt qualitativement une formation. Et puis la deuxième, c'est l'apprentissage. Donc toujours en auto-évaluation par les étudiants et les apprenants. Donc là, on sentait que les résultats étaient particulièrement forts, que non seulement ils étaient satisfaits, impliqués, mais aussi qu'ils avaient l'impression réellement d'apprendre des connaissances et de monter en compétences. Alors, ce n'est qu'à partir de 2020 où on a réitéré l'ensemble de nos cours, mais là, avec un travail de vérification d'acquisition des connaissances. Alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les résultats sont vraiment très bons. Ils nous ont surpris d'ailleurs sur les résultats qu'ont les étudiants, donc avec des tests de contrôle et des tests diagnostiques, plutôt l'inverse, avec des tests diagnostiques puis de contrôle. Mais au-delà de ça, parce que là on travaille sur la connaissance, on voit aussi qu'il y a clairement dans les temps de jeu la mobilisation de proto-compétences, hein, parce que comme je dis, on ne travaille pas nous sur la compétence, on est plutôt sur les connaissances, mais on assiste quand même à des étudiants qui mettent en œuvre des proto-compétences sans qu'ils aient eu des cours spécifiques sur ces compétences, et puis de manière encore plus intéressante, mais non mesurée pour l'instant, ce qui sera l'étape prochaine hein, du projet et du team, c'est dans des activités d'évaluation intégrative, comme un hackathon, un business game ou autre, où il y a besoin de mobiliser un ensemble de connaissances et de compétences issues de plusieurs enseignements et Mhm. disciplines, et bien là, on s'est rendu compte que des étudiants qui avaient suivi les cours d'ailleurs de management ou de gestion de projet de la manière dont l'équipe projet du team a imaginé, eh bien,
arriver à mobiliser des compétences managériales dans des activités autres qui n'étaient pas prévues. Donc là, pour le coup, c'est réellement du transfert de connaissances. D'accord. J'ose pas dire compétences parce que tu vois, c'est pas vraiment là-dessus qu'on travaille, mais quand même, on a une bonne intuition de réussite du transfert. En tout cas, le transfert de connaissances, lui, est acté maintenant D'accord. avec les résultats qu'on a eus ces 2 dernières années. Protocompétence, c'est quoi? Alors, protocompétences, ce sont des compétences qui demandent à être développées dans le cadre d'autres formations. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'un étudiant développe des protocompétences managériales, donc au-delà des connaissances théoriques, il commence réellement à animer son équipe en utilisant, en mobilisant notamment des connaissances, mais il n'a pas eu encore de formation dessus. Donc, pour passer de la proto-compétence à la compétence, ça demande un accompagnement. Alors, ce n'est pas forcément de la formation classique, ça peut être du mentorat, du coaching, etc. Mais de la proto-compétence à la compétence, il y a un clic supplémentaire d'accompagnement, quel qu'il soit. Donc, voir que des apprenants ayant suivi un cours uniquement théorique au travers du jeu sont déjà capables d'activer des pré-compétences, si tu préfères, Mhm. eh bien, c'est déjà une belle réussite. D'accord. Euh, alors, à propos des joueurs, des apprenants qui sont aussi des joueurs dans notre cas, est-ce que, Hugues, est-ce que, il y a un profil des joueurs? Est-ce que tout le monde est volontaire? Déjà, ça dépend de l'acculturation que les uns et les autres on peut avoir avec le jeu. Ça, c'est quand même une grande part importante dans la motivation. Et après, motiver un participant à rentrer dans le jeu, je m'appuie personnellement sur les travaux, entre autres, de Richard Bartle et comment dire, de ceux qui ont un peu continué son aventure. Et il a pu, enfin, pas lui directement, mais en tout cas, les travaux successifs ont pu déceler, on va dire, 4 types de profils joueurs. Alors, il y a d'autres travaux qui peuvent en donner 8 ou 10, et c'est très intéressant aussi. Pour ma part, je me fixe sur les 4 principaux, en tout cas que je perçois comme principaux, et à chacun de ces profils, donc il y a le joueur social, le joueur explorateur, le joueur gagnant, et le joueur, voilà que j'ai le trou. Il manque. Euh, le 4e profil, et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'à chacun de ces profils, il y a des leviers motivationnels sur lesquels on peut s'appuyer, leviers qui peuvent être sous la forme de feedback, c'est-à-dire d'éléments de stimuli ou de compréhension qui vont faire comprendre au joueur qu'il est dans une bonne action dans le jeu ou dans une mauvaise action, en tout cas dans un bon comportement ou mauvais comportement dans le jeu. Ça peut prendre la forme de récompenses, de types de récompenses spéciaux. Ça peut faire partie aussi de communication spécifiques que certains joueurs peuvent avoir avec d'autres. Donc voilà, ce sont des leviers motivationnels sur lesquels on va pouvoir Mhm. s'appuyer. D'accord. Alors, moi, je me demandais si tout le monde avait un profil joueur ou est-ce qu'il y a des personnalités qui se prêtent pas du tout au jeu. Philippe, tu as publié un article sur la ludopédagogie comme facteur d'inclusion. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Oui, oui, je vais rebondir et je ferai le lien avec avec ta question sur les centaines d'étudiants, hein. J'ai arrêté de compter, passer les 500. Euh, je n'ai rencontré qu'une seule opposition au jeu, une étudiante en Erasmus qui venait pour un cours d'anglais qui n'avait jamais fait d'anglais. Hormis ce cas qui, à mon avis, n'est pas lié au jeu, je n'ai rencontré aucune opposition au jeu. Mhm. Bien entendu, certains, comme l'a dit Hugues, sont plus sensibles que d'autres. Mais aucune opposition réelle au jeu, que ce soit pour les étudiants plutôt jeunes, L1, L2, donc en licence, plus anciens, Master 1, Master 2, de même niveau, mais en apprentissage et surtout en formation continue, on essaie de réitérer nos cours avec des adultes, soit en reprise d'études, soit en expérimentation, et les invitant. Mhm. Donc, on n'a jamais eu de retour. Et puis, je dirais aussi
une phrase que je dis de plus en plus maintenant, faut pas non plus qu'on se mette une balle dans le pied, tout simplement parce que même si on a quelques étudiants ou apprenants qui ne s'intéressent pas au jeu, qui ne s'intéressent pas à la formation à cause du jeu, on embarque quand même beaucoup plus de gens que dans une formation descendante. On inverse clairement la courbe, hein, où dans un amphi, il y en a 80% qui s'ennuient et 20% qui vivent le cours. Là, on est quand même largement en inversant cette courbe. Donc je pense quand même que voilà, il faut qu'on passe cette petite question, cette petite routine, hein, qui faisait mal il y a quelques années et qui, à mon avis, avec l'acceptabilité sociale maintenant du jeu, voilà, est un petit peu dépassée. En tout cas, ça, c'est mon avis. Pour ce qui est de l'inclusion, ce n'est pas dû au jeu, c'est dû à la méthode ludopédagogique mise en œuvre, qui est celle de faire des cycles de l'apprentissage expérientiel que j'ai expliqué tout à l'heure par demi-journée. Donc, ça veut dire que chaque étudiant peut prendre dans une demi-journée ou dans le cours en tout cas, une, deux, voire trois fois le rôle de manager, chef de projet, maître du jeu. Pourquoi on a travaillé là-dessus? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans les étudiantes, surtout chez les étudiantes de master, donc quatrième et cinquième année, parfois certaines étudiantes n'avaient jamais pris le rôle de manager ou de chef de projet dans une activité globalement bienveillante quand même, scolaire. Il y a toujours les mâles alpha qui prennent les rôles de chef de projet. Et celles ou ceux, parce qu'il y a aussi des hommes qui ne veulent pas, sont bien contents aussi, puisqu'il y a toujours la même personne qui est volontaire. Mais pour le coup, dans une formation en management, c'est quand même un petit peu troublant, puisque théoriquement, toutes et tous devront sortir avec des, pas forcément en tant que manager, mais avec des compétences de management. Et donc, le fait de proposer ces cycles expérientiels permettent aux étudiantes et aux étudiants de prendre le rôle dans un environnement non évalué. Puisque le temps de jeu n'est pas évalué du tout, donc pas de notes, rien du tout. Et en plus, comme c'est décontextualisé, ils vont jouer avec des figurines Marvel sans se soucier vraiment de ce qui se passe, on leur demande de jouer. Et d'ailleurs, pour revenir sur le début de ma réponse, et ce qu'a dit Hugues, ce qui pose problème parfois, ce n'est pas le jeu, c'est l'exposition. Et en fait, quelle que soit la pédagogie active ou expérientielle qu'on aurait proposée, jeu ou pas, ce sont souvent les mêmes personnes qui sont un petit peu en retrait parce qu'ils n'osent pas s'exposer. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai complètement arrêté ce qu'on appelle, moi, les jeux type Icebreaker. Ça, c'est fini. Pour éviter de mettre des gens mal à l'aise. Alors peut-être que moi je le faisais très mal et que d'autres le font très bien, mais moi c'est quelque chose que j'ai totalement supprimé pour rentrer dans le vif du sujet, avec des jeux bien entendu, mais pas dans le cadre d'une exposition qu'on retrouve dans certains cas de refus des pédagogies actives. Ok. Personnellement, moi non plus, j'ai jamais rencontré de participants plutôt public adulte, donc ça c'est plutôt le public que j'ai, adulte et donc de toutes les tranches d'âge, de 18 à 60 ans. Je n'ai jamais rencontré de personnes qui étaient complètement opposées à là où je les embarquais dans le jeu. J'ai pu rencontrer par contre des gens qui aimaient pas trop jouer, qui préféraient les créer. Et ça, c'était intéressant, ce profil de personnes qui n'étaient pas grand appréciateur en fait de se retrouver autour d'une table et de jouer à un jeu de société, mais par contre qui vraiment était dans le plaisir, l'intérêt de construire des règles, un univers, des composantes, un objectif pédagogique qui y est attaché. Et ça, c'était assez surprenant pour moi en tout cas. Alors, c'est bien pour la transition. Est-ce que tout formateur peut créer un jeu pédagogique? Ou est-ce qu'il faut être un expert du jeu? Je Alors pense là, que c'est la même question que de savoir si est-ce que tous les formateurs peuvent utiliser PowerPoint, peut-être. je suis complètement Alors, d'accord avec ce que vient de dire Hugues. d'accord, alors je vais poser une autre question. Est-ce qu'il y a une méthode pour concevoir un jeu ou est-ce que c'est uniquement du langage, mission, quête, trophée, badge?
je pense qu'il y a des méthodes déjà, pas qu'une seule, et je pense qu'il y a peut-être autant de méthodes que de gens qui pourraient vous apprendre ou vous former à ça. J'en reviens toujours à cette intention pédagogique. Je pense que, bien sûr, les méthodologies existent. Moi, je me suis plutôt aiguillé vers des gens comme Richard Bartle, avec une méthodologie particulière. En tout cas, j'en ai tiré une méthodologie particulière, mais je pense qu'il y a des méthodologies plutôt. Tu peux nous donner un exemple, Hugues, de Par jeu? rapport Une méthode particulière pour un jeu simple? Euh, appuyer sur le levier motivationnel de votre persona joueur au maximum. Si vous voulez créer un jeu un peu collaboratif, euh, pousser les mécanismes sociaux à outrance, voilà, par exemple. Oui, c'est marrant parce que Hugues a rebondi sur l'intention pédagogique du début. Moi, je vais rebondir sur mes 9 techniques ludopédagogiques parce que je suis d'accord avec tout à fait avec ce qu'a dit Hugues. Pour moi, c'est beaucoup plus, contrairement à ce qu'on a dit avant sur les apprenants auxquels on n'a pas rencontré, il y a des collègues ou des formateurs, enseignants qui n'ont pas envie d'intégrer du jeu parce qu'ils sont très à l'aise avec PowerPoint et parce que leur cours fonctionne très bien avec PowerPoint. En revanche, si des collègues ont envie de se lancer, on constate quand même que pour déployer des jeux, il faut quand même que l'enseignant ait un attrait, pas forcément que ce soit un passionné de jeu, mais un attrait aux pédagogies actives. Et puis ensuite, au travers des 9 techniques ludopédagogiques qu'on a identifiées, on peut trouver quelque chose. Par exemple, un collègue qui a envie de mettre un jeu, mais qui ne sait pas comment le créer, comme a dit Hugues, il achète sur étagère un serious game tout fait. Et puis finalement, ça devient une séquence pédagogique comme une autre, où généralement un serious game, c'est plus ou moins autoporteur. Il y a même parfois l'éditeur qui accompagne l'enseignant. Et puis, s'il veut aller plus loin, et d'ailleurs, pour ce qu'a dit Hugues aussi, l'apprentissage par la conception de jeux sérieux, c'est une des techniques ludopédagogiques. Ça permet effectivement aussi à l'enseignant de faire concevoir des jeux en amenant quelques boîtes de jeux exemples. Et puis finalement, il n'y a pas de temps de jeu. Il n'y a pas de jeu puisque c'est que la conception. Après, on essaye de jouer avec, mais pas forcément. Donc, effectivement, à mon avis, dans les techniques qu'on a identifiées, tout le monde peut trouver un petit peu son intérêt et puis intégrer du jeu sans forcément être lui-même un passionné de jeu. En revanche, pour ce qui est de l'activité propre à EduTeam, où là, on amène des jeux du commerce et puis on les dépiote et puis on modifie les règles, etc. Là, effectivement, tous les collègues qui participent à ce projet ont un intérêt fort au jeu. Ok, très bien. Je vous remercie tous les deux pour ce partage de connaissances et d'expériences. Merci Frédéric. Je pense que ça va inspirer un bon nombre de responsables pédagogiques et de formateurs. Ce podcast est terminé. Vous trouverez tous les liens et la transcription de ce podcast dans le menu multimédia du site easylearnconseil.fr. À très bientôt. Merci Frédéric. Merci Frédéric, merci Philippe. Au revoir tous les deux. Au revoir.